Eh bien, bonsoir à tout le monde. Merci de votre présence déjà pour ceux qui sont connectés. Donc, comme on vous a expliqué sur le mail que vous avez reçu du webinaire, donc le webinaire va se passer en deux parties. Une première partie, 30 minutes, consacrée donc, au QCM du vidéo que vous avez eu, qui était essentiellement basé sur les sanctions. Hein, vous avez pu le constater par vous-même. Donc, Laurent a extrait entre 5 et 6 vidéos qui ont posé le plus de mauvaises réponses. Un peu ce qu'on a fait la dernière fois sur le QCM avec le jeu sur les liés. Alors, malheureusement, ce soir, on va excuser Saïd Bounouara qui devait être avec nous, mais ils ont reçu en début de semaine une convocation pour aller siffler en Coupe d'Europe ce week-end. Et donc, ils sont à l'aéroport ils sont à l'aéroport tous les deux, Khalid et Saïd. Donc, voilà. Ils ne vont pas pouvoir nous rejoindre. Et Mourad, l'autre arbitre élite de notre ligue, est occupé professionnellement. Voilà, donc c'est Laurent qui va animer cette première partie. Et puis, nous aurons la chance, parce que j'estime que c'est une chance de l'avoir, Valentin Porte, qui nous rejoindra à 20h. Donc, Valentin qui a été formé au pôle Espoir de Chartres, je vous rappelle. Et donc, il nous fera l'honneur de venir avec nous à 20h et d'échanger avec vous. On lui a préparé quelques questions liées à l'arbitrage. On essaiera de vous donner un peu de temps si vous avez des questions à lui poser sur l'arbitrage, bien entendu. Et donc, c'est avec un grand plaisir et voilà, beaucoup de joie qu'on accueillera Valentin à 20h. C'est parti, messieurs. Laurent, tu as la main. Ok, je partage. N'oubliez pas de couper vos micros, comme la dernière fois, parce que c'est très embêtant d'avoir des échos dans les oreilles. Donc, ceux qui ne sont pas actifs à part Laurent, pensez à couper votre micro et vous ouvrez le micro si vous voulez intervenir, bien entendu. Alors la première vidéo, c'est la 0066, c'est la première du questionnaire en fin de compte. Bon, a priori, c'est toujours autant saccadé. Bon, je vais vous la remettre plusieurs fois. C'est parti. Ok, Jérémy, tu peux lancer le sondage. sondage. C'est parti. C'est bon, tout le monde le voit? C'est en train de répondre. Alors, il y a combien? 20 connectés, on va dire 18 heures. J'ai 10 personnes qui ont répondu. C'est temps de se mettre en route sur la première. Ouais, sachant que je réponds pas. Déjà, Oui, tout à fait. Oui, bah, un 16, ça doit être bon. Voilà, c'est bon. Mettre fin. Et je partage les résultats. Voilà. Alors, à la majorité, donc 76% but plus différé SPA2. Après, on a but plus SPP et puis quelques réponses entre but et disqualification. Alors, si on regarde bien la vidéo, donc le joueur qui va tirer au centre, donc orange, il est en fin de compte poussé depuis le côté par le 7. On est d'accord. Le joueur attaquant marque le but. Donc, quelque part, le but, il n'y a pas de problème pour l'accepter. Au niveau de la sanction disciplinaire, donc vous voyez que les arbitres, en fin de compte, mettent une SPP. Donc déjà, la SPP, alors bon, tout dépend quand est-ce qu'elle était tournée la vidéo, hein, c'est clair. La SPP, à partir du moment là où il y a but, il va y avoir engagement, on ne peut pas mettre un carton jaune, hein, puisque comme je vous l'expliquais en début de saison, on ne peut pas ralentir le jeu, donc c'est-à-dire on ne peut pas en fin de compte couper l'action rapide du gardien qui va vouloir donner à son joueur pour engager rapidement. Donc soit en fin de compte il n'y a rien, soit il y a une sanction autre que la SPP. Donc là en l'occurrence on est sur une SPA2 comme vous avez répondu à la majorité. Pourquoi? Parce que le joueur clairement il est poussé depuis le côté, si on voit l'action, depuis le côté et surtout en extension.
Voilà, il est en extension quand il est poussé. La répercussion, le joueur il se relève tout de suite, donc il n'y a pas de conséquences par rapport à l'intégrité physique du joueur. Donc là, on est sur 2 minutes en sanction différée et but. Voilà, ça ne pose pas de problème. Des questions par rapport à ça? Non? Ok, on passe sur la 2. Alors. Je le remets une troisième fois. Allô, allô. Ouais. Bonsoir Ouais, Saïd. Bonsoir tout le monde. Merci de nous Oui. rejoindre, Saïd, Ouais. malgré ces désignations tardives. Salut les gars. Salut. Merci d'être Voilà. là. C'est Mathieu. Bonsoir. Salut Saïd. Allez, Salut on tout y le va. monde. Bonjour tout le monde. On enchaîne, Laurent. Allez-y, allez-y. Ouais, tu peux lancer Ouais, pardon. le sondage. Vas-y, c'est bon, c'est parti. Donc, rappelez que là, c'est une question à choix multiple. C'est marqué, mais donc vous pouvez cocher plusieurs réponses. Ouais, comme le QCM, en fin de compte. Je ne vous ai pas Voilà. donné le nombre de réponses. Hein. Voilà, mais c'est possible de. Donc, vous pouvez. Donc, on a. Voilà. Personnes, 15, 16. Il y a un peu plus de personnes qui se sont connectées. 18. Bon, bah, ça va être bon. Hop. Et partager les résultats. Voilà, à 83%, vous avez mis arrêt du temps pour protocole entre arbitres. 67% SPA2 pour le joueur numéro 3. Il y a 33% disqualification pour le joueur numéro 3. Donc, il y avait donc 2 réponses indiquées qui étaient donc en fin de compte l'arrêt du temps pour le protocole et SPA 2. Alors pourquoi? La première chose, si on voit l'action, le joueur, il est le contact en fin de compte du défenseur est bien sur le bras entre son geste et clairement après il y a une chute sur le ventre de l'attaquant. Bon, c'est vrai que l'action est relativement spectaculaire. On s'aperçoit que le numéro 5 attaquant se relève tout de suite. Donc on voit les arbitres qui hésitent. On les voit se placer. Mais on les voit se placer, ils ne savent pas trop quoi faire. Donc la première chose, à partir du moment où il y a ce genre d'action où un joueur tombe violemment au sol, la première chose, c'est d'arrêter le temps. C'est d'arrêter le temps. Il faut qu'il y ait un protocole entre les arbitres. Il faut qu'ils se concertent rapidement, savoir derrière qu'est-ce qu'il y a à faire. Est-ce qu'il faut faire rentrer les soins? Bon, a priori, le joueur se relève tout de suite. Et après, quelles sanctions mettre? Hein, ça, c'est important. La sanction ici, on est sur 2 minutes. Pourquoi? Parce que tout simplement, au niveau de la répercussion, le joueur, il se relève tout de suite. Hein, comme je dis, c'est spectaculaire. C'est assez, il y a de l'intensité, violent, je dirais pas. Il y a beaucoup d'intensité. Le joueur se relève. Donc, on ne peut pas, je dirais, passer sur une disqualification du fait que la répercussion, en fin de compte, le joueur n'est pas blessé, reste pas au sol. Voilà. Saïd, comme tu es là, est-ce que tu as des commentaires à ajouter à ça? Non, je te rejoins sur ta réponse. Ouais, c'est arrêt du temps et en fait, ce qu'il faut faire, c'est tout de suite aller s'enquérir de la santé du joueur, aller vers le joueur tout de suite, savoir comment il va et voilà. Et si, comme tu dis, s'il faut faire appel au corps médical. Donc c'est arrêt du temps, on va voir ce qui se passe tout de suite et on appelle
on fait rentrer les soigneurs ou non, et ensuite, comme tu dis, protocole entre arbitres selon la sanction à prendre derrière. Et comme tu dis, il se relève assez rapidement, donc là, ok, pas de souci pour le 2 minutes. C'est ça. Ok, des questions par rapport à ça? Ouais, là, on se posait la question avec Lucie. C'est-à-dire que là, bon, effectivement, le joueur, il est tombé, la faute reste la même. Mais si le joueur ne se relève pas, on peut mettre rouge. Alors, c'est clair, s'il y a une répercussion sur Alors que là, finalement, la faute, l'intégrité enfin, pour physique, moi, de ce qu'on voit sur la vidéo, le oui. gars, au début de l'action, en tout cas, fait l'effort de sauter en face. Après, Oui. bon, effectivement, il est emporté dans l'élan et ça tombe, effectivement. Mais c'est vrai Ouais, que ça c'est va mal à surtout, mettre en fait, rouge, même si le joueur se prête pas. voilà. Donc là, vous êtes sur des niveaux national, on peut le redescendre sur le niveau régional. Le geste sur le bras, c'est quand même une intensité assez importante. Et c'est ce qui fait chuter en fin de compte le joueur. Maintenant, si le joueur reste à terre, vous faites rentrer les soins, il est blessé, il ressort blessé, là, quelque part, attention, quand vous êtes au niveau régional, il est clair que la disqualification peut être donnée. D'accord. Parce qu'en fin de compte, c'est du fait de son geste qu'il tombe violemment au sol qui, derrière, va entraîner en fin de compte la sanction disciplinaire qui peut être une disqualification, tout à fait. Ouais, okay. C'est ça. C'est la nuance. Okay, merci. Okay. Après, si je peux me permettre, voilà, c'est comme l'a dit Saïd, hein, voilà, c'est ça qui est important. Prenez d'abord la santé du joueur ou de la joueuse, très important, et ça vous permet aussi pendant ce temps-là de se concerter avec le collègue ou la collègue et de voir ce qui se passe avec le joueur. Est-ce qu'on a fait rentrer les soigneurs? Est-ce qu'en effet, il sort, il a une fracture ou il n'est pas en état de reprendre? Et ça va forcément venir influencer votre décision. Exactement. Et là, en effet, si on est sur une SPA ou une disqualification, forcément, le joueur qui ne va pas pouvoir rentrer parce qu'il est blessé, dû cette faute, eh bien, on ira certainement à la disqualification. Ou ça peut être la même chose entre le carton jaune et le 2 minutes. À quel moment je mets le curseur? C'est aussi le comportement du joueur qui vient de subir la faute qui va vous déterminer la sanction qui sera à mettre. Voilà. D'où le protocole, en fin de compte. L'idée, c'est que un des deux arbitres est sûr, il y a au moins 2 minutes. Ouais. Donc peut-être qu'il peut y avoir un doute sur une disqualification. Donc protocole, vous arrêtez le temps et là vous vous concertez. Ouais, c'est ça. Voilà. La si vous arrêtez le temps, si vous arrêtez le temps et vous concertez, c'est minimum 2 minutes. C'est pas pour rien donner. On est d'accord. Voilà. Après, il arrive parfois aussi que les arbitres vont trop vite, vont 2 minutes. Et comme tu dis, après, le joueur, il sort sur civière ou il est blessé. Moi, c'est pas à faire souvent, mais vous n'hésitez pas aussi. Voilà, vous pouvez remonter au carton rouge derrière aussi, même si vous êtes allé un peu trop vite. Le temps, de toute façon, il est arrêté. Le temps est déjà arrêté. Donc voilà, si vous dites, je suis allé un peu trop vite sur le 2 minutes, et ensuite, le joueur, en fait, il va sortir sur civière où il est réellement blessé, une blessure grave. Après concertation, vous pouvez aller au rouge. C'est pas, c'est pas contre-indiqué, on va dire. Ok, pas de souci. On enchaîne, parce que sinon, il est déjà 45. Ok, donc là, on est sur la vidéo 3. On en a fait 3, c'est ça? Non, on a fait que 2. On en a fait 3 ou 2 là? 2. D'accord. On passe sur la 74. Alors, on est sur la 74, oui, tout à fait. Voilà, je te laisse mettre le sondage, Jérémy. Il y a encore des gens qui arrivent. « 14 personnes, 15, sachant qu'il y a… Pensez à couper vos micros, messieurs, mesdames, s'il vous plaît. « 20 personnes, on va être pas loin. 21. Ça se stabilise, on est à peu près sur le nombre de votants. On va s'arrêter là, mettre fin au sondage, partager les résultats. Voilà, donc là, on vous demandait de répondre par rapport à une sanction uniquement disciplinaire, pas sportive.
Donc, vous aviez une réponse à donner, soit au choix SPP, 2 minutes, numéro 39, ou la disqualification. Donc, en l'occurrence, la SPA 2 minutes est à 52%, la disqualification 43% et très peu de SPP. Donc là, en l'occurrence, on s'aperçoit qu'au niveau du jeu, en fin de compte, on est sur une contre-attaque, une passe à l'ailier, et on voit que le défenseur à l'aile pousse clairement le porteur de balle dans le dos. Dans le dos. Dans le dos, ça c'est clair. C'est la première des choses. Donc là, ce qu'il faut voir déjà, c'est est-ce que l'attaquant sait qu'il va être poussé, je veux dire, là, derrière, il ne se rend pas compte qu'il y a quelqu'un derrière, donc il n'est pas prêt à subir en fin de compte le compte. Ça ne peut pas être possible. Comme une SPA 2 minutes. Alors, comment derrière on pourrait passer à une disqualification? On est toujours pareil, comme les deux premiers. On perçoit que le joueur il se relève. Voilà, il n'est pas venu, même s'il est venu taper contre le mur, il n'est pas blessé. Donc, on restera en fin de compte sur un 2 minutes. Non. On est à peu près sur le même type de jugement qu'au niveau de la vidéo précédente. Voilà, on s'aperçoit que l'arbitre, lui, met un carton jaune. Et là, en l'occurrence, non, c'est clairement c'est 1-2 minutes à partir où on est poussé dans le dos et que le joueur s'y attend pas. Ça peut pas être autrement que 2 minutes au minimum. Moi, ça me dérange pas si ça monte au rouge. Hein. Si ça va au carton rouge, ça me dérange pas là-dessus. Ouais, mais pour moi, j'ai une question. Le joueur ne regarde jamais le ballon. Il regarde que l'attaquant. Exactement. Et il faut voir que l'attaquant finit contre le mur. C'est hyper dangereux, ça, comme. Alors, moi, c'est 2 minutes sûres, 2 minutes Puis sûres. c'est l'ailier aussi. Alors, moi, Puis c'est aussi l'ailier quand même. C'est une poussette dans le dos, là. Il le pousse dans le dos. Ouais, et en plus, il ne voit absolument pas, comme le disait Laurent, le défenseur revenir sur lui. Ah oui. Il pense qu'il va les marquer, puis d'un seul coup, il se retrouve dans le mur d'en face. Moi, j'ai mis rouge. Hein, moi, je mettais rouge. Hein. Moi aussi, j'ai répondu, je me suis permis de mettre carton rouge. Nous aussi, on mettait rouge, oui. J'ai mis rouge aussi. J'ai mis rouge aussi. C'est dangereux parce que regarde, il finit contre le mur. C'est hyper dangereux ces genres d'action. Il finit contre le mur et il ne regarde jamais le ballon. Le ah défenseur. Oui, non, mais le défenseur, il va clairement pour faire mal. Hein, donc, Alors, il n'y a pas de problème à mettre une disqualification. Alors, si je vous dis 2 minutes, tout simplement, parce que comme c'est issu des QCM, il y a la réponse. C'est un questionnaire qui a été fait au niveau national entre 4 ou 5 personnes. Ils ont décidé 2 minutes. Là, on est sur on est sur niveau national, mais il est clair qu'en régional, je pense que oui, il faut pas hésiter. Vous n'êtes pas loin de la disqualification. Il n'y a comme tu dis, Laurent, il n'y a pas de souci si vous passez sur un rouge là-dessus. Hein, personne ne va vous en vouloir. Hein. Là, je viens de voir un détail, mais ça fait il y a 1-0, hein, donc ça fait genre 2 minutes que ça joue. Donc même si effectivement ça peut être rouge, mais c'est vrai que ça me Ça n'a paraît. rien à voir, Valentin. Ça n'a rien à voir le temps. Tu ne t'occupes pas du temps. Non, c'est sûr. Mais je veux dire, si on veut parler de protection du joueur, un joueur a plus de risque de s'éclater à 50e minute qu'à la 2e minute. Après, je suis d'accord. Là, moi, personnellement, j'ai mis 2 minutes. Hein, de mon point de vue, j'ai mis 2 minutes. Après, est-ce que l'arbitre qui est au coin là-bas, il aurait mis rouge peut-être? Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas mettre un carton jaune là-dessus. Ah bah non. Ça, par contre, non. Rien ou un carton jaune, surtout pas. Vous êtes forcément à 2 minutes ou disqualification. Moi, c'est ce que je voulais dire, voilà, Laurent. Donc, c'est bien, tu m'as coupé le sifflet. Mais voilà, en tant que président de CTA, là-dessus, hein, j'en appelle à la population des arbitres, T1, T2, T3 de notre ligue. Sur ce genre de choses, s'il vous plaît, je ne veux pas voir de carton jaune. Ah oui. On est pleinement dans la protection du joueur. On ne peut pas être dans la tolérance. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Je ne vous crie pas scandale si je viens vous voir sur un suivi et que vous mettez un 2 minutes parce qu'en effet, le joueur se relève. Mais là, pour moi, c'est disqualification. À notre niveau, on ne doit pas laisser passer ça, quoi. Surtout pas à notre niveau, quoi. Voilà. Ok, on passe à la 4e, qui est la vidéo 105. Alors, on juge en fin de compte la 2e action, pas celle-ci. Voilà, on juge celle-ci. Le duel entre le gardien et l'attaquant. J'ai pas vu. On juge la fin de l'action, voilà.
C'est le duel entre le gardien qui est sur le terrain et puis et l'attaquant l'ailier qui s'en va au but. Tu peux lancer le sondage. Ouais, alors c'est un sondage avec S'il plein te de plaît, réponses Jérémy. possibles. Et donc, il y a un choix multiple. Alors Ouais. là, je vous laisse lire un peu parce qu'il y a un peu. C'est lorsque le gardien il sort, c'est ça? Ouais, donc bon, alors la subtilité, je vais vous la donner, c'est qu'en fin de compte, ça paraît pas très clair. À partir du moment où le gardien adverse relance la contre-attaque, le gardien à l'opposé est déjà sur le champ. Alors, d'après les réponses que vous avez données dans le QCM, bon, vous n'avez peut-être pas forcément tenu compte de ça. C'est vrai que c'est assez piégeux quand même la vidéo. Moi, je vous donne l'information. Au moment de la relance du gardien sur la contre-attaque, le gardien adverse est déjà sur le terrain. Donc, prenez ça en compte. Ça met un peu plus de temps ce qu'il y a. On est à 18 personnes, 19, 20, 21. Ça doit être bon là. 22. C'est bon. Hop, là, et je partage. Alors là, forcément, hop. Voilà. Je mets tout. La majorité, on voit qu'il y a but. 80%, à 50%, on laisse l'avantage. À 50%, on arrête le temps. Donc voilà. Et il y a une SPA disqualification à 42%. Donc là, vous avez quand même pas mal de réponses qui sont assez divergentes. Donc à partir du moment où le gardien est sur le champ, il est donc considéré comme défenseur. Je vais faire un arrêt sur image. Voilà. Donc il y a un duel entre deux joueurs. Le gardien n'est plus gardien, le gardien est donc défenseur. Il n'est plus considéré comme gardien. Il est clair que si le gardien était sorti de sa zone, là, on ne serait pas du tout dans la même situation. Il est donc défenseur, il y a un duel entre les deux. On s'aperçoit que le défenseur, qui est gardien, donc, s'écarte, laisse jouer l'attaquant. Il n'y a pas de contact, il n'y a pas d'énorme faute, il y a juste un duel pour essayer de récupérer la balle. Donc la première chose qu'on fait, on laisse l'avantage. Parce que l'attaquant, on voit que tout de suite derrière, il s'en va vers le but, il marque le but. Avantage, but, et donc derrière, aucune sanction sur le gardien, puisqu'il est défenseur, et on juge qu'il n'y a pas eu d'égalité au niveau du duel. Laurent, si tu n'avais pas précisé cette importance, c'est plus la même. T'inquiète, moi les vidéos, je les ai eues aussi en tant que test et je me suis fait avoir aussi. Voilà, non, mais c'est clair, c'est assez. C'est pas très bien précisé au niveau du QCM, c'est clair. Maintenant, quand on le voit, oui, il est sûrement sur le champ, mais bon, il y a quand même un gros doute. Mais tout ça, en fin de compte, cette règle-là, cette vidéo-là, je vous l'ai mis tout simplement parce qu'il est quand même très important. Quand on voit un gardien sur le champ et qu'il y est déjà au moment de la relance, il faut considérer clairement qu'il est défenseur. Donc, ne pas juger une situation comme si le gardien sortait de son but pour aller chercher pour le duel avec l'attaquant et récupérer la balle. J'ai une petite question, là, c'est Frédéric, donc ça peut porter à confusion parce qu'un gardien qui décide systématiquement de se mettre en dehors de ses 6 mètres quand son équipe est en attaque, il peut aller percuter un joueur, il n'y a pas de sanction. Même pas un 2 minutes. Il est considéré comme défenseur après, donc tout dépend de la régularité qu'il va commettre ou pas. Là, il vient de percuter de côté quand même volontairement, il ne joue pas la balle, hein, il est en retard. Hein. Donc je ne vois pas pourquoi il y a pas une sanction. Il y a au moins une sanction. Je suis désolé, mais moi, il inhibe une. Il joue la balle, c'est pas. Ouais, enfin, c'est un peu. Après, c'est vrai, moi j'ai mis disqualification parce que je ne savais pas qu'il sortait de la zone. Qui sortait pas de la zone, mais je trouve. Ok, mais regarde bien. En fin de compte, il essaye d'attraper la balle, il voit qu'il ne peut pas l'avoir. Et mais est-ce que l'attaquant, est-ce qu'il y a une régularité sur l'attaquant? Est-ce que tu le vois tomber? Est-ce qu'il récupère en fin de compte très rapidement la balle? C'est pas parce qu'il ne tombe pas qu'il n'y a pas à l'avoir. Oui, mais étant donné. Après, il y a sujet à la discussion, mais c'est pas parce que le joueur ne tombe pas qu'il n'y a pas irrégularité. Là, j'ai du mal à comprendre cette notion-là. Parce que le joueur. Tu veux nous éclairer là-dessus?
en plus par rapport à ce que j'ai dit. Non, là, je rejoins Laurent à 200%. En fait, là, déjà, comme tu dis, il y a une première donnée, c'est que le gardien est déjà sur le terrain, donc il est considéré comme défenseur ou joueur de champ. Et s'il y avait un contact ou autre, la sanction, bah, serait comme voilà, on serait dans la progressivité. Hein. Il n'y a pas besoin de monter sur le carton rouge. Par contre, si le joueur, comme tu dis, si le joueur sort de sa zone pour aller attraper le ballon et qu'il y a contact, donc qu'il y a contact avec l'attaquant qui essaie s'il y a une collision, comme ils disent, une collision, parce que l'attaquant, en fait, il ne va pas le voir arriver, là, on sera dans la sanction de carton rouge 7 mètres. Parce que c'est dangereux, voilà, c'est la règle qui est comme ça. Par contre, s'il y a un léger contact, voilà, si on a un léger contact et voilà, il n'y a pas de danger réel, le joueur ne tombe pas, il attrape le ballon, ça va au but. Bon, on peut laisser parce qu'il n'y a pas de, voilà, il y a pas de collision, il n'y a pas de danger pour l'intégrité physique du joueur. Mais voilà, la notion, en fait, c'est s'il sort de sa zone, il y a contact, il y a une collision, le joueur tombe. Là, on est dans le cas de la règle carton rouge, penalty. Mais là, dans la vidéo, il n'y a rien. Je rejoins Laurent, c'est pas de sanction, avantage, but. Voilà. Parce que le joueur est déjà sur le terrain. Donc, il est considéré comme joueur, comme défenseur. On passe à la dernière. Attends, je vais monter parce que j'ai plus de batterie. Donc, j'ai chargé. Okay. C'est bon, Laurent. On y va. Si ça coupe. Ouais, on arrête là. Ça y est. On arrête là. Donc, vas-y, Laurent, tu peux. On fait quand même une dernière ou pas? Oui. Bon. Elle est partie. Allez. On l'a fait. Voilà. On le remet rapidement. Sur la vidéo 109. Je reprends. Tu peux lancer, s'il te plaît, Jérémy, le sondage. C'est encore un choix multiple. Hein, pour ouais, vous avez deux réponses, en fin de compte. Je vous oriente. Alors, 15 personnes. On va attendre. « 17. Je rappelle que le sondage est anonyme, il n'y a pas de sanction. Oui, même moi, je ne vois rien. Que les frileux n'aient pas peur, il n'y a pas de sanction. On ne sait pas qui a dit quoi, donc il n'y a pas de problème. Ok, ça a l'air de se stabiliser. Ouais, allez. Et je partage les résultats. Donc, à la majorité SPA, jet de 7 mètres, un peu en jet franc, il y a quelques réponses pour suite de jeu, faute d'attaquant et SPP. Donc, là, en l'occurrence, on s'aperçoit qu'il n'y a pas au pivot. Donc, et un pivot qui va être en situation d'OMB. Regardez la passe, voilà. On s'aperçoit qu'il est clairement, je vais mettre un petit peu rien, en situation d'OMB à 6 mètres. On a le défenseur qui est derrière lui. Le défenseur vient clairement le ceinturer et en fin de compte le projette au sol. Hein, on peut pas rester à la poursuite du jeu à ce niveau-là. On s'aperçoit que l'attaquant, il a chopé la balle, il est ceinturé de dos par son défenseur, il est en situation d'OMB, donc on est sur quoi? On est sur 7 mètres et une SPA de 2 minutes par rapport au ceinturage. Surtout que le ceinturage, il est grossier, il est clair que quelque part, c'est le ceinturage qui fait tomber l'attaquant, le pivot, et qui lui empêche d'aller tirer au but. Voilà. Donc on ne peut pas être sur une SPP, un ceinturage aussi grossier est directement sanctionné d'un 2 minutes et non pas d'une SPP. Disqualification, non. Non, il est clair que là-dessus, il n'y a pas de répercussion. On est sur une 2 minutes. Saïd, là-dessus, on a dépassé le temps. Ouais. Non, c'est ça. Parfait. Jet de 7 mètres, SPA2. Comme tu dis, ceinturage, en plus, par derrière, avec le défenseur amène
dans son ceinturage, projette l'attaquant au sol. Voilà, regarde, hop. Non, non, il n'y a pas de problème. 7 mètres, 2 minutes. Ça, faut pas hésiter à tout de suite éclaircir ce jeu-là voilà, par ces sanctions SPA, SPA2 ou SPP. Ah, attends. Pardon. Alors, clairement, les autres vidéos aussi, donc en fin de compte, vous en aviez 12, j'en ai présenté 5. Sur les 7 qui restent, si vous avez des questions, on ne va pas pouvoir le voir maintenant. Maintenant, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail. On peut revoir ensemble une vidéo, on peut se contacter par téléphone, ainsi de suite. On peut faire une visio si vous voulez qu'on échange. Je suis complètement ouvert à ça. Il n'y a pas de problème. OK. Merci Laurent pour le travail effectué. Voilà, donc comme tu l'as dit, voilà, surtout n'hésitez pas, chers collègues arbitres. Excusez-moi. Oui. Oui, Valentin. Juste une question. Est-ce que c'est normal qu'on n'avait pas de correction sur ce logiciel? Oui, c'est moi qui vous l'ai mis. Pour pouvoir travailler justement sur la vidéo. Ouais. Alors, par contre, maintenant, ce que vous essayerez de faire, c'est d'aller revoir votre questionnaire et vous regarderez si vous avez accès, en fin de compte, à la correction. Moi, je ne peux pas le voir parce qu'en fin de compte, comme je suis un statut formateur, j'ai toujours les corrections. Mais si c'est le cas, vous pouvez avoir les corrections, vous aurez l'explication. Si ce n'est pas le cas et que ça vous questionne, n'hésitez pas, vous me contactez. Ok, pas de souci. Merci. Voilà. Donc, merci Laurent pour le travail accompli. Merci à Jérémy pour l'animation. Donc, voilà, comme on vous l'avait dit sur le premier webinaire, on avait essayé de monter, on essayera de monter en puissance pour bien finir notre dernier webinaire de la saison, qui était un peu spécial. Voilà, donc écoutez, on va faire intervenir notre invité surprise, entre guillemets. Donc voilà, Jérémy. Fabrice, je te propose de débuter. Oui. Et puis moi, je relais en fonction des questions que vous pourrez mettre sur le chat. L'idée, c'est que Fabrice va commencer un peu une mini-interview. Et puis si vous avez toutes les questions, l'idée, c'est de les mettre sur le chat pour qu'on puisse relayer les questions et essayer de filtrer s'il y a des mêmes questions qui arrivent. Voilà. Alors, moi, je vois pas Valentin. Je le vois mais il est au centre à gauche. Tu nous entends, Valentin? Ouais. Ok. Voilà, super. très bien. Alors, je vais juste faire une petite introduction. Valentin, donc Mathieu Delay, président de la commission d'arbitrage de la Ligue Centre Val-de-Loire. Donc déjà, moi, je voudrais te remercier au nom de ma commission et de nos arbitres qui sont présents ce soir, de nous honorer de ta présence, parce que c'est quand même une fierté pour nous d'avoir des joueurs de ton niveau parmi nous. Ce n'est pas donné à toutes les ligues, donc on a vraiment… je suis très fier de t'avoir avec nous ce soir. Et puis, voilà, tu vas nous donner un petit peu tes avis sur certaines questions que Fabrice, avec le COPIL, avons préparées. Et puis après, voilà, on pourra instaurer un échange avec les collègues qui sont ici présents. Voilà. Merci Valentin. Eh bien, merci à vous pour l'accueil. Salut Valentin, c'est Saïd. C'est Khalid. Salut Saïd. Ça va? J'en profite quand même en prélude comme ça. Je te félicite déjà avant tout pour l'arbitrage, parce que c'est vrai que le dernier match était compliqué. J'en ai parlé à beIN Sport derrière et j'en parle pour tous les arbitres qui sont sur le webinaire comme ça. Ça a été un match très compliqué à arbitrer. Je pense que de toute façon, un derby, c'est toujours compliqué, et notamment sur la dernière action, pour avoir vu moult et moult fois l'action, pour moi, je ne dis pas ça parce que je suis de Montpellier, c'est la bonne décision, c'est violent, ça arrive fort comme ça, c'est pas intentionnel, mais c'est violent, c'est à la fin. Donc, bravo pour la décision, ça a été compliqué, je pense. Oh oui, comme tu dis, ça a été compliqué, mais aussi du plaisir pour nous, parce que voilà, je pense qu'un match, un derby Montpellier-Nîmes ou Nîmes-Montpellier, il y en a 2 dans la saison et c'est des matchs un peu spéciaux. Et puis nous, vivre ça aujourd'hui, en plus avec le retour du public à Montpellier, ça a été vraiment intense, ça a été un match à 200 à l'heure tout le temps. Et puis voilà, il n'y a pas eu d'écart de plus de 2 buts tout au long de la rencontre. Et comme tu dis, après, voilà, il y a cette décision qui arrive au final, faut la prendre, parce que comme on discutait avec les jeunes arbitres tout à l'heure, voilà, il se reforge bien et il sait ce qu'il fait pour casser le jeu à ce moment-là. Et puis derrière, tu as un joueur qui est blessé, Diego qui part sur blessure. Et du coup, la décision finale ne peut être que le carton rouge et 7 mètres. Donc, ça a fait polémique du côté de la Vigour, du côté nîmois, c'est sûr.
Mais je pense que non, nous, pour avoir le retour du patron des arbitres et de la Commission nationale des arbitres, c'était la bonne décision. D'autant plus que, comme je ne sais pas si je pense que tu as dû voir les images derrière, il y a eu une autre action au niveau du litigieuse qu'on n'a pas pu voir parce que nous, on est focus sur le jeu. Au niveau du coach nîmois qui retient Yannick Lehn, qui va prendre position à l'aile. Ça, pareil, c'est carton rouge, 7 mètres. Donc, voilà. Donc, De toute manière, Valentin, on était allé quand l'action arrive, on était à 90-94% sûr de mettre rouge penalty. On fait protocole derrière parce que c'est ce qu'on nous demande de faire. Mais, vu comme il est sorti, et moi je jette un œil, je le vois qu'il est dans les vapes, je dis bah, c'est mort. C'est sûr, c'est rouge penalty. Ouais, c'est ce que. Nous, on était sûrs de nous. Ouais, c'est ce que je me dis. Alors désolé, hein, pour l'instant c'est un dialogue, mais c'est important de revenir quand même sur cette action parce que c'est litigieux. Mais ouais, comme je l'ai dit à Julien Rebichon derrière, je lui dis, t'as bien joué, mais t'as mal joué. Je veux dire, t'as bien joué dans le sens où tu le surprends, mais t'arrives vraiment fort pour vraiment impacter. Et si tu restes droit, peut-être qu'il y a PF derrière et ça peut exactement comme ça. Tu lui as dit nous aussi à la fin. Comme t'arrives fort, c'est pas non plus à mon goût, c'est pas un attentat parce qu'il vient pas non plus faire un gros coup, les points en avant, les choses comme ça, mais l'impact fait que c'est fort, c'est dans les dernières secondes et désolé mon poulet, mais c'est rouge penalty. Donc, c'est ce qu'on lui a dit. En fait, tu serais venu juste en contrôle de Diego, et tu le relâches, c'est terminé, t'as gagné, c'est bon, t'as gagné ton duel et c'est ça. Mais bon, voilà. Et pour revenir sur une question qui est arrivée, Diego va mieux, c'est une commotion cérébrale. Donc, bon, voilà, il a quelques jours de repos. On va voir s'il sera opérationnel pour samedi, mais pour l'instant, c'est pas encore sûr, quoi. D'accord. Voilà. Bah, bon rétablissement à Diego, alors. Ben, ouais, je passerai le message. Merci. Allez, on va laisser la place aux jeunes arbitres. C'est pas poser des questions. Allez, Fabrice, à toi la main. Saïd et Khalid, merci beaucoup. C'était une super introduction. Je veux quand même dire à tous les arbitres qui sont là présents durant le webinaire ce soir, on a quand même une chance inouïe d'avoir à la fois dans le même webinaire un international français et 2 arbitres élites, et en plus qui se sont vus il y a quelques jours sur un match hyper important. Et ça, franchement, ça a une valeur inestimable. Et c'est l'occasion de répéter les remerciements de Mathieu. Franchement, Khalid, Saïd et Valentin, un grand merci, parce que, en tout cas pour ceux qui ont regardé le match, et je fais partie des gens qui l'ont vu, c'était sympa de vous entendre échanger, et une super introduction. Merci à vous, et bon arbitrage. C'est demain, j'imagine, ou samedi? Oui, demain. Demain soir. Demain soir, ouais. Vous arbitrez quoi? On arbitre la finale de la C3 Athènes contre les Suédois d'Istad. Et voilà. D'accord. Eh bien, écoutez, on vous souhaite un très bon arbitrage demain soir, et portez haut les couleurs de l'arbitrage français. Merci. Et surtout de la Ligue Centre-Val de Loire. Merci à vous, et vous êtes bienvenus à Chambray quand vous voulez, les gars. Pas de souci. Ok, Valentin, on va passer du côté de Montpellier maintenant. Il me revient l'honneur de te poser quelques questions, alors en lien avec l'arbitrage, et n'hésitez pas pour les autres arbitres à en mettre dans le fil si vous le souhaitez. La première question, on connaît très bien le joueur, par contre on ne sait pas si tu as été arbitre. Est-ce que tu as été, enfin moi je le sais mais je vais te laisser répondre, est-ce que tu as été formé à l'arbitrage dans ta jeunesse? Est-ce que tu as déjà eu un sifflet à la bouche? Est-ce que tu as été officiellement JAJ? Voilà, dis-nous un petit peu ton passé d'arbitre, s'il y a un passé d'arbitre de ton côté. Et évidemment que j'ai été jeune arbitre, c'est pour ça que je suis très critique aujourd'hui sur l'arbitrage. Je me permets parce que j'ai été jeune arbitre. Non, non, mais j'ai suivi une formation. Alors, je sais pas si à l'époque ça s'appelait jeune arbitre et tout, mais de jeune arbitre, j'ai été jeune arbitre. Fabrice, tu pourras peut-être m'aider, mais je sais plus quel niveau je pouvais arbitrer, mais je me rappelle avoir arbitré des seniors alors que j'avais que 14 ou 15 ans. Ouais, Bichon, je t'embrasse, j'ai vu que tu es là, je t'embrasse, Bichon de Toury, évidemment. J'ai été jeune arbitre, j'ai arbitré des matchs seniors, et j'ai toujours aimé en fait ce côté de arbitrage, évidemment. Et aujourd'hui, c'est pour ça que j'aime discuter et débattre de ces sujets d'arbitrage, et avec toi et avec Khalid et autres arbitres comme ça, c'est intéressant de débriefer.
Ouais, je confirme. Tu avais 16 ans quand tu es venu arbitrer un match de senior qui devait être à niveau départemental, enfin on appelle ça territorial maintenant, et tu étais tout jeune mais plutôt déjà doué puisque j'avais la chance de t'accompagner sur ces arbitrages-là au sein du club de Toury. Et je salue à la fois William Masson qui est là et Stéphane Bizouarne qui représente Toury ce soir. Voilà. Pour toi, Valentin, en tant que joueur de haut niveau, quelles sont les qualités les plus importantes que doit posséder un arbitre de niveau Lidl Star League ou international? Les Les points qualités. essentiels, ceux sur lesquels, en tant que joueur, tu es le plus sensible. Là où je suis le plus sensible, évidemment, sur la compréhension des règles, évidemment, hein, comme on en a parlé en aparté, le match, j'ai vu que vous aviez quelques vidéos comme ça, je suis arrivé un petit peu plus tôt, j'ai vu quelques vidéos traîner, c'est vrai que moi, j'ai peut-être d'autres avis ou de choses comme ça, mais ça vient de mon côté de joueur aussi. Mais c'est avant tout, évidemment, la compréhension des règles et aussi le sang-froid des arbitres. Je reviens sur le match de Nîmes-Montpellier. Mettez-vous à la place d'un arbitre de élite, comme vous dites, sur un match, un derby, Nîmes-Montpellier, avec les enjeux qu'il y a en fin de saison comme ça, pour nous, notamment la deuxième place et Nîmes, la place européenne. Une dernière action à gérer comme ça, si on n'a pas le sang-froid d'un arbitre élite, il peut y avoir de grosses erreurs et ça peut avoir de grosses répercussions. J'ai envie de dire, aujourd'hui, j'en discute avec mes amis joueurs. Vous savez que vous, arbitres, donc je parle évidemment arbitre élite, mais ça c'est normal, et les jeunes arbitres, un coup de sifflet peut avoir d'énormes répercussions, et plus que vous pouvez l'imaginer. Pour vous, peut-être quand vous sifflez, vous dites, bon, ben, je pense que c'est ça. Mais imaginez, mettez-vous dans la condition d'une équipe qui joue la descente. Peut-être votre coup de sifflet, que vous pensez anodin, peut avoir un effet sur le travail, sur le contrat. Sur la structure. Oui, sur la structure. Un joueur confirmé de D1, de choses comme ça, qui, par un coup de sifflet, qui est parfois pour vous peut-être anodin, qui est peut-être une erreur parce que vous avez oublié quelque chose et tout, les précipitant D2, ce joueur peut avoir une perte de contrat parce qu'en D2, ils ne peuvent pas assurer. Qui dit perte de contrat dit derrière une famille aussi, des enfants. Bah voilà, ça va plus loin. Aujourd'hui, au niveau, je parle au niveau élite, évidemment, parce que je joue au niveau élite, mais aujourd'hui, au niveau élite, un coup de sifflet peut avoir d'énormes répercussions. Donc, c'est pour ça que dès le plus jeune âge, il faut que vous dire que chaque match, que ce soit département territorial ou départemental régional, est un match de très haut niveau pour vous et arbitrez-le comme si c'était un match de très haut niveau. C'est le petit conseil que je peux avoir. Non, mais tu as tout à fait raison, Valentin. Je te rejoins à 200%. Parce que là, on s'adresse à nos collègues arbitres et essayer de prendre les matchs vraiment au sérieux, avec comme tu dis, avec la compréhension des règlements, dans la cohérence. Il faut être cohérent dans ses décisions. Voilà, parce que si fait un marché à 4 pas d'un côté, on va dire, il faut que ce soit pareil de l'autre côté. Et puis, comme tu dis, avec sérieux, voilà, préparer. Voilà, nous, on a toujours eu cette capacité, on va dire, d'arbitrer nos matchs, que ce soit un match de régional ou de D1 au niveau voilà, avec le sérieux. Prendre au sérieux, parce qu'il y a, comme tu dis, un respect des joueurs qui s'entraînent toute la semaine. Vous entraînez toute la semaine, les coachs qui préparent leur match. Voilà, les joueurs régionaux, pour eux, c'est leur match, c'est leur super important. Voilà. Bien sûr. Donc, on ne peut pas arriver en disant bon, c'est pas grave, c'est de la régionale. C'est super important d'être carré pour tout match qu'on fait. Nous, avec Saïd, on a dépanné notre ligue en région. On les prenait comme si c'était de la D1. Forcément, on adapte notre arbitrage parce que le niveau n'est pas le même, forcément. Mais au niveau préparation, on prépare pareil. On court, on prépare physiquement pareil. On arrive sur le match. Il faut respecter. Il faut respecter les gens. Et je pense qu'à tout niveau, c'est très important. Et je rebondis peut-être que je m'avance sur une prochaine question et tout, mais ce que dit Saïd, c'est important dans le sens où quand on siffle d'un côté quelque chose, parce qu'il y a des arbitres qui sont peut-être un peu plus tatillons sur certaines règles et tout, mais ça c'est à nous joueurs de s'adapter. Moi j'ai une action et c'est important, je ne sais pas si tous les arbitres sont présents ont vu le match Montpellier-Nîmes, mais en première mi-temps je me fais siffler, alors toi Saïd je crois 2 minutes sur Robichon qui, on est en attaque, on tire, la balle revient sur Robichon,
la balle revient sur Robichon, je vais pour arrêter l'action, lui faire faute sur lui pour couper, pour avoir le temps de replier. Il se débat un petit peu, je fais une faute, ça empêche la relance rapide, la contre-attaque. Tu me mets 2 minutes. Évidemment, je gueule parce que je suis énervé, mais au final, aujourd'hui, je dis, bah oui, c'est 2 minutes. Mais moi, dans ma tête, je me dis, OK, tu as sifflé 2 minutes là. Et t'as ton deuxième en plus. Tu as sifflé 2 minutes là, et moi, j'ai une action en fin de match en deuxième mi-temps où je récupère le ballon. Un joueur de Nîmes me saute un peu dessus. C'est pas violent, mais moi, j'en rajoute un peu. Évidemment, je peux jouer l'action. Du coup, je la joue, mais en tombant. Ça me gêne. Tu mets 2 minutes. Et ça, pour moi, c'est extrêmement bien sifflé. Alors, les mecs gueulent aussi. Je leur ai dit, attendez, en premier temps, je me fais siffler C'est ce que ça. j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. En deuxième mi-temps, c'est normal qu'ils te le sifflent. Je veux dire, par contre, si tu le siffles pas là, je pète un plomb. Tu vas être frustré. Bien sûr, tu vas être frustré, mais tu as raison. Mais voilà, après c'est à nous, joueurs, de s'adapter aussi aux règles de l'arbitre du moment. Certains arbitres vont être un peu plus tatillons sur le passage en force, qui est évidemment la règle la plus compliquée peut-être à arbitrer aujourd'hui. Et il faut s'adapter à ça. Ouais, faut être cohérent, c'est ce que je dis toujours. Faut être cohérent. Si tu siffles d'un côté, faut siffler la même action, la même faute de l'autre côté. Comme ça, comme tu dis, les joueurs vont comprendre et ne seront pas dans l'incompréhension et dans la frustration surtout. Ça, c'est hyper important. Donc, ce qu'on peut retenir de ce délicieux échange encore, il y a 2 points. Nous, en tant qu'arbitre au niveau régional, d'une, de bien préparer nos matchs, quels que soient les niveaux, d'être toujours très respectueux des acteurs et de bien se préparer physiquement, mentalement, arriver à l'heure, c'est une évidence. Et la deuxième chose, des choses qu'on se répète à longueur d'année, mais surtout la cohérence. On ne vous en voudra pas d'être plus ou moins sensible sur tel ou tel type de faute. Par contre, on vous en voudra d'être sensible d'un côté du terrain et pas de l'autre. Ça, c'est vraiment important. C'est ça. Exactement. C'est ça. Exactement. La justice. Oui, super. Merci pour on doit vous laisser. On doit vous laisser. On doit partir. Pas de problème, les gars. Encore un très grand merci à tous les deux. Merci. Bon match demain soir et au plaisir de vous revoir sur les terrains. Salut tout le monde. Salut Valentin. Ciao les gars. Merci messieurs. Valentin, on va faire maintenant une discussion sur la féminisation de l'arbitrage. On voit depuis de nombreuses années maintenant les sœurs Bonaventura. Il y a quelques binômes qui arrivent aussi en pré-élite et sur le point d'être élite aussi. On voulait avoir ton avis sur ça en tant que joueur de haut niveau. Qu'est-ce que tu penses de la féminisation de l'arbitrage dans le handball, sachant que c'est un des sports les plus avancés aujourd'hui en termes de féminisation dans tous les sports collectifs, quoi. Alors, je vais essayer de ne pas dire de bêtises, évidemment. Mon point de vue, c'est je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien qu'aujourd'hui, une paire féminine puisse arbitrer de la D1 masculine ou même puisse, comme les sœurs Bonaventura, puissent arbitrer dans un championnat du monde, une Ligue des champions masculine. Je trouve ça très, très bien. Maintenant, je veux pas que ça soit je veux pas qu'on puisse promouvoir une paire féminine parce qu'il faut promouvoir une paire féminine. Je veux dire, j'en reviens un petit peu à comment dire, ma première prise de parole. Aujourd'hui, on est quand même, je parle encore une fois à mon niveau, on est sur du niveau professionnel, première division, avec les enjeux qu'il y a. On n'est pas là pour essayer, pour faire plaisir, des choses comme ça. Si aujourd'hui une paire féminine a la capacité et le niveau d'arbitrer de la première division masculine ou au-dessus, mais avec grand plaisir, et je trouve ça très bien. Maintenant, il ne faut pas faire pour faire plaisir. À mon avis, si aujourd'hui une paire féminine est un peu ric-rac, mais qu'on va la promouvoir en première division masculine pour que l'image soit bonne et choses comme ça, là j'ai un peu plus de mal pour moi. Mais aujourd'hui, d'après ce que je vois, c'est pas franchement le cas. Je sais pas ce qui va advenir dans le futur, mais pour le moment ça va. Ok. Alors, si je peux me permettre d'intervenir, Fabrice, pour rejoindre un peu Valentin, alors je ne vais pas dire ce que je ne veux pas dire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on prenait l'exemple des sœurs Bonaventura qui sont un modèle au niveau binôme féminin, au niveau de l'arbitrage, c'est sûr, pour les demoiselles qui sont présentes avec nous ce soir, c'est sûr que c'est une belle image. Après, aujourd'hui, je pense que si on demandait un petit peu la position de Charlotte et Julie sur cette féminisation de l'arbitrage, je pense qu'elles doivent avoir les yeux qui doivent grossir parce qu'elles ont beaucoup travaillé pour arriver au niveau où elles sont aujourd'hui. Et à l'époque, quand elles ont évolué pour en arriver là où elles sont,
on ne parlait pas de féminisation. Elles ont transpiré toute la sueur de leur corps pour en arriver là. Donc aujourd'hui, en effet, il faut pas. Bien sûr qu'il faut aller vers de plus en plus de féminines vers l'arbitrage, mais voilà, c'est pas, comme disait Valentin, voilà, c'est pas ne féminisons pas pour féminiser. Non, non. Elles sont au même pied d'égalité que les garçons. Après, on parle de compétences. Un binôme féminin qui est plus fort qu'un binôme masculin, il n'y a aucun problème de le faire évoluer au-dessus. Et aujourd'hui, je pense que Charlotte et Julie là-dessus ne vont pas avoir le même ressenti que nous parce que elles ont eu beaucoup, beaucoup de mal à accéder au niveau où elles sont aujourd'hui. Et elles ont doublé d'efforts pour y arriver. Alors, il faut qu'on fasse très attention à ça. Mais voilà, bien entendu, on peut être que satisfait d'avoir des binômes féminins et éventuellement, peut-être demain, on ne sait pas, des binômes mixtes qui seront appelés à siffler au plus haut niveau, bien entendu. Valentin, une autre question pour poursuivre et essayer de tenir le timing. Est-ce qu'en début de saison, soit vous les joueurs, soit vos coachs, vous avez des échanges formalisés avec soit avec des arbitres, soit avec le président de la CNA, avec Garcia, avec Buis, pour, je sais pas, vous donner les nouvelles consignes, d'éventuelles nouvelles règles, ou c'est des choses que vous apprenez, je dirais, par les bruits de couloir? Comment ça se passe? Alors ouais, tu feras gaffe, Fabrice, il y a peut-être des questions qui sont posées sur le chat, là, Ouais, tu pourras peut-être les prendre. on va les poser après, ouais. Ouais, écoute, en ce qui me concerne, de mes années pro, j'ai pas souvenir d'avoir eu des échanges avec des arbitres. En tout cas, j'étais pas forcément présent s'il y a eu lieu, mais dans la plupart du temps, il y en a pas eu, non, il y en a pas eu, je crois. Je veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, il n'y en a pas eu assez. Il y en a pas eu assez. C'est vrai qu'aujourd'hui, parfois, l'arbitrage est critiqué, des choses comme ça. Moi, ce que j'aimerais à l'avenir, ce serait pourquoi pas, comme tu dis, que des arbitres qu'on a toute la saison, une paire d'arbitres aillent dans un club, d'autres dans un club, qu'il y ait un échange avec les joueurs. C'est le plus important. Aujourd'hui, on est un peu dans le même bateau. Je veux dire, des arbitres élites sont dans le même bateau que des joueurs pros. On est sur le même pied d'égalité. On bosse ensemble. Je veux dire, s'ils font bien leur boulot, on fera bien notre boulot. Enfin, voilà, il faut qu'on aille dans le même sens. Et ça, j'aimerais avoir un échange parce que nous, on les voit que sur le terrain. Alors, parfois, on est d'accord, pas d'accord. Mais rien que d'échanger avec des arbitres, parfois en dehors du terrain, du moment un peu chaud du match, ça peut être important, comme c'était le cas avec Saïd, rien que de parler quelques secondes avec lui, comme ça, ça me permet de voir un petit peu que c'est pas parce que c'est pas parfois c'est pas de la mauvaise volonté, de la mauvaise foi, comme on peut penser sur le terrain. Donc ouais, ça serait bien, je pense, pour le monde professionnel, même amateur, d'avoir des discussions entre arbitres et joueurs. Pour qu'on aille encore une fois dans le même sens et qu'on ait la même vision des choses, quoi. Pour rapprocher un peu les deux populations. Oui, bien sûr. Si je peux me permettre, Fabrice et Valentin, justement, oui. Il y a une question qui était sur le chat, on va rebondir ce que Valentin en parle, justement. Est-ce que tu trouves, toi, Valentin, que depuis un certain temps, ou pour ne pas dire quelques années, il y a un échange qui s'instaure un peu plus entre le corps arbitral? Je parle de votre niveau, parce que moi, je sais que c'est des consignes que j'ai à mes arbitres au niveau territorial, communiquer avec votre environnement. Donnez du crédit à votre arbitrage en communiquant. Est-ce que tu trouves toi aujourd'hui qu'à votre niveau, et moi qui fait parfois les tables de marque en Lidl ou en Pro League, est-ce que j'ai mon idée, est-ce que toi tu ressens qu'il y a une amélioration dans la communication entre les joueurs et les arbitres? De l'amélioration, oui, j'ai envie de dire oui, parce que en tout cas, après ça dépend de la paire d'arbitres. Il y a des arbitres avec qui on peut discuter, avec qui on peut partager. Et ça, tu fais bien de le dire. Je veux dire, c'est la base des choses. Nous, joueurs, on acceptera toujours. J'ai en tête, en fait, je vais raconter une anecdote. C'était on s'en fout de la date, mais il y a 2-3 ans. C'était sur un match de Lidl Star League. Il y a une action où je me rappelle avoir la balle et je veux faire la passe au pivot. Il y a un peu de monde et tout. Et là, le défenseur, la touche du pied, la dévie du pied ou la touche et ça revient dans les mains du gardien. Enfin voilà, la balle est perdue, mais le mec bouge le pied à ce moment-là et la dévie du pied. Et là, l'arbitre siffle rien, contre-attaque, on prend but. Et je vais le voir, je ne sais plus qui c'était, mais je crois que, et personnellement, c'était Thierry Dens, il me semble. Et je lui dis,
Thierry, tu n'as pas vu, ce qui vient de se passer et tout. Là, je m'énerve un peu, parce que ça doit être un moment chaud. Je dis, t'as pas vu et tout, hein. Et là, il vient me voir, il fait, bah non, je suis désolé, j'ai pas vu ça. Et là, je me suis retrouvé con, en fait, en me disant, bah là, j'ai l'arbitre qui me dit, bah écoute, peut-être j'ai fait une erreur, en gros, mais j'ai pas vu. Mais désolé, si c'est le cas, j'ai pas vu. Et là, je me retrouve con. Mais je me retrouve con et je me dis, ben ok, ben, pas grave, c'est pas grave. Ça arrive, l'erreur, ça peut arriver à tout le monde. Mais rien que parce qu'il vient me voir et il me dit, j'ai pas vu, je suis désolé. J'ai pas vu, si c'est le cas, je suis désolé. Ben, ça change tout. Aujourd'hui, moi, ce que je n'aime pas, c'est quand un arbitre, on essaie de parler avec lui, qu'il est complètement fermé, et qui veut faire, comme on dit, un peu le flic, et qui se ferme et qui est sur ses grands chevaux. Ça, et je ne suis pas le seul, ça, on déteste ça. Il n'y a rien de mieux que de dire, même si on s'est trompé, de venir voir le jeu en disant, bah, je n'ai pas vu, si c'est le cas, je n'ai pas vu, je suis désolé, la prochaine fois, je vais voir, je fais attention, je suis mal placé. Enfin, ça peut arriver à tout le monde. Mais rien que de le reconnaître et le dire, ben, bah, voilà, moi, en tant que joueur, je dis, bah, okay, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci Thierry, il n'y a pas de souci Denis, il n'y a pas de souci Saïd. Si tu n'as pas vu, tu as fait une erreur, et ça arrive, il n'y a pas de problème. La prochaine fois, peut-être tu seras mieux placé et tu le verras. Voilà. Mais oui, à plus bas niveau ou n'importe quand, essayez d'avoir un rapport avec les joueurs. Déjà, pour vous, arbitre, ça sera 1000 fois mieux. Vous verrez que les joueurs seront beaucoup plus sympas avec vous. Mais si vous commencez à vouloir faire les flics et tout, vous allez avoir une mauvaise image. Et derrière, ça va pas forcément bien se passer sur le terrain. Et ça, j'en suis désolé, mais c'est humain, quoi. Et là aussi, hein, c'est un vrai conseil qu'on peut entendre de la part de Valentin. On a tous le droit de se tromper. Hein. On est des femmes et des hommes. On n'est surtout pas des robots. Même à haut niveau, hein, quand il parle d'un Thierry Dens, je pense que voilà, c'était un modèle d'arbitrage et ça lui arrivait de ne pas voir un pied, à lui aussi. Donc, on a le droit de ne pas tout voir. Par contre, voilà, c'est à nous d'adopter un comportement adéquat en acceptant de dire qu'on s'est peut-être trompé ou qu'on n'a pas eu la même vision que le joueur qui nous reproche quelque chose. Et ça risque quand même de dégonfler ou de percer l'abcès plutôt que vouloir se cacher derrière une certitude qui sera certainement plus mal vécue par le joueur et qui, du coup, nous laissera une fin de match encore un peu plus compliquée. Donc, acceptons, alors il ne faut pas toujours se laisser faire, mais acceptons aussi de temps en temps de dire, écoute, j'ai pas vu ou moi je l'interprète autrement, voilà, c'est comme ça. Non, mais pas forcément c'est une erreur, mais moi je l'interprète autrement, je le vois comme ça. Désolé Valentin, je le vois comme ça, moi je l'interprète. Ok, ben, c'est ton point de vue. Je veux dire, aujourd'hui, arbitre, quand vous arbitrez à un niveau, vous n'avez pas à prouver quoi que ce soit. Je veux dire, si vous êtes là, c'est qu'on a vu en vous les compétences pour être arbitre de département, région, élite, de Lidl Star League, Pro League. Eh ben, vous n'avez rien à prouver, mais c'est pas parce que vous vous fermez ou quoi que ce soit qu'on va avoir un jugement différent ou je ne sais quoi. Donc, rien que de dire, bah non, moi je le vois autrement, Valentin, je vois ça, donc c'est ça. Et ben voilà, il y a un échange qui se crée. Et je dis, bon, ok, ben, si on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord, c'est comme ça. Mais s'il n'y a pas d'échange, on ne peut pas avancer, c'est ça le truc. Ok. Je relais une question de Thierry Béquin du club de Saint-Cyr qui demande comment, toi, depuis ton début de carrière chez les pros, hein, maintenant presque 12 ans, excuse-moi, mais tu vieillis un peu, Valentin, comment tu vois l'évolution du niveau de l'arbitrage? Est-ce que tu penses que c'est mieux, que c'est moins bien, que c'est pareil? Et sur quel point tu pourrais répondre à ça? C'est une question compliquée, ça, je vais me faire engueuler si je réponds mal, mais... Je pense que c'est compliqué pour l'arbitrage aujourd'hui parce que j'ai l'impression que le niveau du championnat de France a augmenté d'un coup et ne cesse d'augmenter en fait par l'arrivée de grands joueurs, par la performance de plusieurs équipes. C'est vrai qu'avant, et puis je l'ai vécu, hein, avant il y avait une ou deux équipes qui survolaient le championnat, des choses comme ça, donc il y avait. Et puis, ça arrivait souvent qu'à l'époque, Montpellier, quand il jouait Ivry, bah, il gagnait plus 20. Donc, l'arbitrage, honnêtement, à plus 20, on s'en fichait un petit peu. On ne revenait pas dessus. Mais aujourd'hui, je suis bien placé pour le savoir, quand on est Montpellier et qu'on se déplace à Ivry, ça arrive de perdre et ça arrive d'avoir des matchs très compliqués. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de match facile. Il y a un niveau de jeu qui est bien plus élevé. Donc, le niveau d'arbitrage est en train de s'adapter à ce niveau-là parce que
c'est compliqué, je trouve, quand parfois je vois des jeunes pairs d'arbitres arriver sur des matchs. Souvent, c'est normal, hein, comment dire, on pense que parfois un Montpellier-Créteil peut être facile. Parfois, je vois une jeune paire d'arbitres arriver inexpérimentés, mais ce qui est parfois logique. Et ils se retrouvent un petit peu dans la mouise parce qu'on se retrouve à faire match nul, gagner d'un but. Donc, ils se retrouvent de suite dans un match chaud alors que c'était censé être un match facile. Mais ouais, le niveau d'arbitrage est en train d'augmenter. Ça, c'est clair. Il y a beaucoup plus aujourd'hui de bonnes paires d'arbitres qu'à l'époque. Mais je pense qu'encore, il y a une marge de progression encore importante, je pense, par rapport au niveau de la Lidl Star League aujourd'hui. Tu soulèves aussi un autre point, c'est que, en effet, au niveau des joueurs, vous êtes de plus en plus professionnels, de plus en plus entraînés, avec en plus un championnat très dense. Et en parallèle, le monde de l'arbitrage qui est toujours pas professionnalisé et qui fait que ces gens-là, ils ont un métier à côté et qu'ils peuvent pas, malheureusement, accorder autant de temps à l'arbitrage que vous en accordez à votre sport, puisque c'est votre métier, quoi, hein. Et j'en reviens au sujet d'avant. C'est vrai qu'à partir du moment où l'arbitrage n'est pas professionnel, je ne peux pas dire à quelqu'un qui a un travail à côté, qui bosse à côté pour faire vivre sa famille, de regarder 800 heures de vidéos, de matchs pour être plus performant et pour pas me siffler des choses comme ça. Bien sûr que non. Mais d'où l'échange, parce qu'aujourd'hui, peut-être beaucoup de joueurs ne sont pas au courant qu'un tel ou un tel, tel arbitre ou tel arbitre, aujourd'hui a un boulot à côté et qui vient là arbitrer et que c'est pas son boulot professionnel. Ça, rien que ça, comme échange, ça pourrait expliquer beaucoup de choses et permettre aux joueurs de comprendre aussi mieux les arbitres. Ok, bon. Tu as en même temps répondu à la question de Didier Huette, donc du club d'Avord dans le Cher, qui te demandait un peu la différence entre les binômes expérimentés et les plus jeunes au niveau élite. Bon, tu as répondu, donc merci pour cette question. Une autre question, on voit aujourd'hui le binôme Gallego-Robichon, là, qui sont encore des joueurs professionnels de Nîmes et qui se destinent à une carrière, enfin en tout cas qui ont commencé une carrière d'arbitre vraiment honorable, puisqu'ils sifflent de la Nationale 1 masculine, ils ont même fait un petit peu de Ligue Butaragaz Énergie. Est-ce que demain, après-demain plutôt, Valentin Porte pourrait devenir un arbitre de ces niveaux-là, voire arbitre de Lidl Star League pour finir sa carrière ou en post-carrière? Déjà, je les félicite de leur choix et de leur initiative parce que c'est pas donné à tout le monde et tout, et c'est pas forcément parfois l'envie de beaucoup de personnes. Mais de le faire, c'est beau. Et je pense qu'il n'y a pas mieux aujourd'hui. Il ne peut pas y avoir mieux aujourd'hui qu'un arbitre qui a été joueur. Parce que j'en reviens un petit peu aux vidéos que vous passiez avant quand je suis arrivé enfin. Vous vous mettez à la place de l'arbitre. Mais si vous avez été joueur, vous pouvez aussi penser au niveau du joueur qui peut peut-être truquer et des choses comme ça. Donc, encore bravo à Julien et Benjamin. Moi, en ce qui me concerne, ouais, franchement, parfois, je m'amuse à y penser en me disant, ouais, je me dirais bien après, pourquoi pas arbitrer, ça me plairait bien, mais pas parce que pour me faire plaisir, comme ça, mais pour continuer à apporter et d'une peut-être à l'arbitrage et apporter mon expérience de joueur à l'arbitrage et comme je disais, avoir ce partage et aider aussi la Lidl, alors ça va plus s'appeler comme ça, mais à aider la première division française à continuer à évoluer, parce qu'encore une fois, si on a l'expérience de joueur, ça peut aider pour l'arbitrage. Ok, bah écoute, super Valentin, il est 36, donc on ne va pas abuser du temps ni des uns ni des autres, surtout pas du tien, encore une fois. Non, moi ça va, je suis bien. Sur ma terrasse, il fait beau à Montpellier, il fait bon, si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Ok, non, il y a quelques petits messages personnels. Est-ce que tu veux bien, et nous on le fera après, souhaiter l'anniversaire? C'est à qui? Alors attends que je reprenne. À Anthony qui est présent là, qui n'a surtout pas voulu nous dire que c'était son anniversaire, mais t'inquiète pas Anthony, tu n'as pas l'apéro à nous payer vu que ça reste du birthday. Mais Valentin, est-ce que tu peux souhaiter un bon anniversaire à Anthony? Bah évidemment, et d'une, je souhaite un excellent anniversaire à Anthony, et je souhaite aussi, j'en profite pour souhaiter un excellent anniversaire au club de Montpellier qui fête
c'est 3 ans de la victoire en Ligue des Champions. Donc, j'en profite pour passer un double anniversaire. Mais oui, félicitations et joyeux anniversaire, Antoine. Anthony n'a pas 3 ans, c'est sûr, mais c'était un super souvenir. On a eu la chance d'être à Cologne pour t'accompagner depuis les tribunes et c'était génial, en effet. Petit message aussi de Bruno Domain de Saint-Aignan dans Loire-et-Cher qui organise tous les ans un match de gala et qui aura lieu là le 28 août, le trophée Claude de Mercier entre Saran et Chartres, donc 2 équipes de notre Ligue du Centre qui rejoignent la Lidl Star League, donc c'est chouette. Tu as déjà tes 2 arbitres, Bruno? Je travaille dessus comme d'habitude. Soit Mourad avec Richard qui était venu l'an dernier, ou Saïd avec Khalid qui sont venus il y a 2 ans. Bon, ça dépend un petit peu de leur disponibilité. On va voir un petit peu avec eux ce qu'il en est. Et en préambule, je dois rappeler Jérôme, on va peut-être faire Chambray-Fleury en féminine à 17h30 avec le trophée de la ville de Saint-Aignan et puis visite de Beauval, enfin le grand classique à Saint-Aignan. Voilà. Tous les arbitres qui seront disponibles ce week-end-là, n'hésitez pas à aller rendre visite à nos amis du Loire-et-Cher. Connaissant un petit peu Mathieu et Laurent, ils vont peut-être faire une petite formation sur Saint-Aignan ce jour-là, ce serait pas idiot. Bon, Valentin, si tu es dispo, tu peux peut-être venir arbitrer un des 2 matchs, mais il faut que tu trouves un binôme, hein, par contre. Je suis pas dispo, je bosse. T'as un métier à cette période-là. D'accord, il y a Romain Villedieu que tu connais bien qui accepte d'être ton binôme, si tu veux, hein, ça reconstituerait les gens du 28. Salut Romain. Ah, désolé Romain, je bosse. Voilà, on peut dériver un tout petit peu sur le sportif, un petit peu moins sur l'arbitrage. Ton pronostic pour le Final Four de Ligue des Champions, sachant qu'on a 2 clubs français qui vont s'éviter en demi-finale, est-ce qu'on pourrait rêver d'une finale franco-française comme il y a 3 ans? On peut toujours rêver d'une finale franco-française. Il y a 3 ans, il y avait 3 clubs français, c'était plus simple, c'est sûr, mais on peut toujours rêver d'une finale franco-française, mais honnêtement, ça serait, ça va être compliqué, hein, parce que Nantes joue pour moi la meilleure équipe d'Europe actuellement, qui est le FC Barcelone, et des infos que j'ai de l'intérieur, notamment avec mon ami Ludovic Fabregas, c'est vrai qu'avec ce qu'ils ont vécu en décembre, avec la perte du Final Four de décembre, qui était bizarre, mais avec cette perte-là, ça les rebooste encore plus pour celui-là. Donc, je pense que Barcelone va être très compliqué à battre, notamment en demi. Et Paris-Alborg, attention à Alborg. Alborg, ça me fait penser un petit peu à Montpellier il y a 3 ans. C'est l'équipe un peu méconnue de tout le monde, pas forcément attendue, avec des joueurs pas forcément connus, mais qui développent un jeu magnifique, séduisant, et qui, sur un Final Four et sur un match sec, notamment sur une demi-finale contre Paris, peut créer des surprises. Donc, ça va être un Final Four sympathique à vivre. Bon, ok. Je te pose une dernière question sportive avant de laisser le mot de la fin à notre président. Avec la surprise hier soir de la victoire de Saint-Raph à Nantes, est-ce qu'on peut considérer maintenant que Montpellier sera en Ligue des Champions l'an prochain? C'est quasiment fait, même si mathématiquement ça ne l'est pas tout à fait. On s'est fait taper sur les doigts avant même de parler ce matin à l'entraînement par le coach. Ses premiers mots avant l'entraînement étaient les gars, je sais que tout le monde a vu ce qui s'est passé hier, même si j'ai envoyé un message à Adrien Dipanda et j'ai limite commandé un maillot à Saint-Raphaël, hein, pour vous dire. Mais non, c'est vrai que c'était une grosse surprise, mais une bonne surprise. Maintenant, comme l'a dit le coach, et il a bien fait de le dire, rien n'est fait. Je veux dire, aujourd'hui, il nous reste 3 matchs. Hein. On accueille Aix, on va à Toulouse, on va à Nantes. Ça va être 3 matchs très compliqués. Il nous faut une victoire. Donc, honnêtement, au vu de ce qui se passe dans l'équipe et dans la dynamique du moment, j'espère gagner dès samedi et valider cette 2e place le plus rapidement possible. Ça sera le mieux pour nous, je pense. D'accord. Bah, écoute, c'est tout le mal qu'on souhaite. Écoute, moi, à titre personnel, un très très grand merci d'avoir accepté de nous consacrer un peu de temps. C'est une vraie plus-value pour nous. En plus, c'était sympa que tu puisses échanger en direct avec Khalid et Khalid, surtout après un match aussi chaud il y a quelques jours entre vous. Donc, un très grand merci. Et je laisse désormais notre président Mathieu te dire un mot à tout le monde et puis conclure la soirée.
Non, ben merci Valentin de ta participation. Donc, alors, on a pas fait exprès hein, que ce soit Saïd, Khalid qui siffle ni Montpellier, hein, c'est pas nous qui décidons. Là, c'est les grandes instances de la fédération et de la commission d'arbitrage. Non, mais c'est bien, voilà, ça permet, voilà, en plus, voilà, il y a eu un match chaud, un derby âpre, disputé jusqu'à la dernière seconde, indécis jusqu'au bout, qui n'a pas donné de vainqueur. Mais au moins, voilà, ça a permis de, voilà, que vous puissiez échanger ensemble et ça montre aussi, voilà, qu'il y a du dialogue entre les joueurs et les arbitres, même au plus haut niveau, et ça, c'est important. Voilà, ça montre aussi que ça existe au plus haut niveau et c'est important. Moi, je trouve que pour mes arbitres territoriaux, voilà, c'est vraiment la voie de l'amélioration au niveau de l'arbitrage. Qu'on ait de l'échange et on arrivera forcément plus facilement à se comprendre. Voilà, l'exemple de tout à l'heure avec l'anecdote de Thierry, etc. Voilà, on peut faire des erreurs, les joueurs font des erreurs, les arbitres en font aussi. Après, il faut être capable de se les partager, de se l'entendre, etc. Donc, un grand merci, Valentin, de ta présence parmi nous. Et puis, ben, écoute, merde pour la fin de la saison, bien sûr. C'est gentil, voilà. avec grand plaisir d'être venu partager ça. Et puis, comme tu l'as dit, bon courage à tous les jeunes ou moins jeunes arbitres pour continuer comme ça. On a besoin d'arbitres, de bons arbitres, et c'est bien de partager comme ça. Et comme tu l'as dit, le mot de la fin, c'est le partage avant tout, parce que sans partage, on aura du mal à avancer dans le sport, ça c'est clair. Exactement, tout à fait. Voilà. On a été cette année, c'est vrai qu'on a été privé depuis un an quand même de beaucoup de plaisir d'aller siffler. Donc voilà, donc je vais en profiter pour passer le message et Jérémy raison de plus s'il y a besoin. Voilà. Donc nous, on a un challenge qui se met en place au niveau de la Ligue Centre-Val de Loire. Donc j'invite tous les arbitres présents, T1, T2, T3, à remettre leur disponibilité sur le logiciel eHand, puisque les poules ont été créées, le challenge a été créé. Jérémy, tu complètes s'il y a besoin. Et donc, on va vous solliciter pour vous remettre, pour qu'on se remette, hein, vous n'êtes pas seul, je suis avec vous, au sifflet. Parce que voilà, moi, ça m'a énormément manqué. Et puis, je pense que vous aussi. Et je sais qu'il y a certainement la lassitude. Alors, pas vous, parce que si vous êtes présent ce soir, c'est que vous avez cœur envie. Mais n'hésitez pas autour de vous, les collègues, les binômes, qui ont un petit peu décroché, ce qui peut être compréhensible, de les rebooster, etc., à reprendre le sifflet. Parce que voilà, j'espère que le Covid est derrière nous et puis qu'on va pouvoir reprendre une saison dignement. Et pour ça, on a quand même besoin de se remettre un petit peu là sur les 4 week-ends. Hein, c'est ça, Jérémy, sur les 4 dates? Ouais, les calendriers vont partir la semaine prochaine sur les seniors, effectivement. Début 12-13 juin. Alors, il n'y aura pas énormément de clubs. Enfin, pas énormément de clubs. Il y aura quelques matchs un peu partout dans tous les départements organisés en fonction des clubs qui voulaient partir. Parce qu'on sera un peu en extérieur, un petit peu en intérieur sans contact. Par contre, on va essayer de travailler d'ici le 3-4 juillet, la dernière date. Parce que là, on aura le droit de jouer au hand à 7 avec contact et en gymnase pour les seniors. Et donc, on va essayer de mener une grande opération pour que le maximum d'équipes reprennent sur une dernière journée avec un maximum d'arbitrage. Donc, on va revenir très vite vers vous pour essayer de faire un clap de fin qui soit le plus digne possible au regard de tous les joueurs et tous les arbitres qui se sont meurtris cette année. Voilà. Et je profite également pour vous informer donc, que la CTA se réunira le 12 juin à Saran. Et qu'on va élaborer bien sûr le schéma de rentrée, donc comme vous le savez, avec le stage de reprise, etc. Et puis qu'on essaiera de faire comme l'année dernière quelque chose de très très ludique avec la possibilité de nouveau d'avoir nos arbitres élites parmi nous et de retravailler sur des thèmes de vidéos, etc. Que ce soit vraiment quelque chose de très intéressant, que ce ne soit pas juste un stage où on vient faire un QCM, on fait un test physique. Voilà, vous le savez, on essaye depuis 3 ans de mettre un peu du lien et des choses bien au niveau de l'arbitrage et pas que du bourrage de mou sur du QCM, etc., et que ça soit attractif. Voilà. Mathieu, excuse-moi parce que j'ai commis un oubli inexcusable en tant qu'ancien tourisien et surtout à destination de Valentin et des gens du HBC Toury qui sont présents ce soir. Oui. Le tournoi Valentin Porte aura lieu cette année. Il est décalé dans le temps au 4 juillet de façon à ne plus avoir trop de restrictions sanitaires ou en tout cas moins que celles qu'on aurait eues au 20 juin comme c'était initialement prévu. Alors, ça fera un peu concurrence à la journée du challenge sportif dont a parlé Jérémy, mais en espérant que vous ayez vos matchs le samedi soir, vous pourrez venir le dimanche, vous défouler, vous, en tant qu'arbitre, vous mettrez les baskets de joueurs et inviter tout plein de monde. Ça a lieu à Toury. Voilà, c'est un challenge super sympa, très très bien organisé par le club de Toury. Valentin peut en témoigner et donc voilà, le club de Toury espère avoir un maximum de monde, donc n'hésitez pas à relayer ces infos-là, que ce soit les gens d'Eure-et-Loire ou d'ailleurs,
vous serez tous les bienvenus le dimanche 4 juillet. Allez sur les réseaux sociaux du club de Toury et vous aurez toutes les infos. Voilà. Excuse-moi Stéphane pour l'oubli. Voilà Mathieu, c'est bon pour moi. Écoutez, merci à tous de votre présence. Merci. Ça, je le redis, hein, n'hésitez pas à